Mesdames et messieurs, il est 18h15. Je déclare donc la séance du Conseil de communauté ouverte. Je vous propose de désigner, comme à l'accoutumée, Madame Séverine Vic, la benjamine de notre Assemblée, comme secrétaire de séance. Êtes-vous d'accord avec cette proposition? Pas d'opposition? Je vous en remercie. Et je vais maintenant faire procéder à l'appel des membres de notre Assemblée et demander à Monsieur Adrien Nave, le benjamin de notre Assemblée, d'assurer cette charge. Monsieur Nave, vous avez la parole. Monsieur Bernard Westbecker, Madame Martine Arlabos, Monsieur Franck Dersin, Monsieur Francis Bassemont, Madame Karima Benarab, Monsieur Christian Hultin, Monsieur Damien Carrère, Monsieur Patrice Vergrit, Oui. Monsieur David Bayeul, Madame Isabelle Kerkhoff, Monsieur Bertrand Ringot, Monsieur Léon Devlos, Devlois, Monsieur Léon Devlois, Madame Catherine Verlinde, Monsieur Éric Grommel, Monsieur Sonny Clincard, Madame Monique Bonin, Monsieur Jean-Luc Darcourt, Monsieur André Henbert, Monsieur Jean Decolle, Monsieur Claude Charlemagne, Monsieur Jean-Luc Guetblot, Monsieur Roméo Ragazzo, Madame Fabienne Castel, Monsieur Jean-François Montagne, Madame Leila Nadji, Monsieur Johnny de Coster, Monsieur Jean-Yves Frémont, Monsieur Didier Bicoff, Madame Barbara Bayeul-Rochard, Madame Josiane Algotte, Madame Régine Martel, Madame Isabelle Fernandez, Madame Jannick Landy, Monsieur Stéphane Gouvard, Madame Isabelle Bulté, Madame Julie Bécard, Monsieur Jean-Philippe Titeka, Monsieur Bernard Faucon, Madame Sabrina Kelaf, Monsieur Yves McCleave, Monsieur Bernard Monté, Monsieur Martial Bayard, Monsieur Cyril Gaillard, Madame Mélanie Lemaire, Madame Patricia Lessieux, Monsieur Laurent Van Echem, Madame Martine Cotteville, Madame Diana Dequitte, Madame Annette Disselkamp, Monsieur Régis Douillet, Madame Nadia Farissi, Monsieur Guillaume Florent, Monsieur Guy Lécluse, Monsieur Pascal Léquien, Monsieur Alain Van Waffelgem, Madame Gracienne Daman, Madame Joëlle Croquet, Monsieur Thomas Fraga, Madame Séverine Vink, Madame Marjorie Voiturier, Madame Alice Varé, Monsieur Frédéric Vanille, Monsieur Michel Thomasek, Monsieur Jérôme Soisson, Monsieur Alain Simon, Madame Catherine Serret, Madame Stéphanie Pirenne, Monsieur Yves Panquin, Monsieur Olivier Berthe, Madame Nicole Lustre, Monsieur Jean-Christophe Plaquet, Madame Marilyn Vandenbosch, Madame Claudine Barbier, Madame Laetitia Millois, Monsieur Philippe Emery, Madame Martine Fortuit, excusez pouvoir, Monsieur Adrien Nave, présent. Merci, Monsieur Nave. Le quorum est atteint. Nous pouvons donc délibérer. Avant de passer à notre ordre du jour, permettez-moi de revenir sur plusieurs événements qui ont marqué notre agglomération depuis notre dernier conseil. Tout d'abord, le décès du petit Hugo Vermersch à la patinoire nous a tous profondément affectés. En signe de respect et de soutien à sa famille et à ses proches, je vous propose d'observer 1 minute de silence. Je vous remercie.
L'actualité a aussi été rythmée par des événements positifs pour notre territoire. L'annonce de l'arrivée d'Ecophos sur l'ancien site de la raffinerie Total, qui augure la création de 100 emplois directs en 2017 et l'ouverture d'un chantier de construction d'ici là. L'extension de l'entreprise ADF Tarlin. L'inauguration des nouveaux locaux de fructose au Mol 1 en soutien à la création artistique. L'inauguration et la pose de premières pierres pour des opérations de logement à Tétéghem et à Dunkerque. Je tiens enfin à féliciter M. Éric Sorel, qui est devenu notre nouveau commandant de port. Pour en venir à notre ordre du jour, sachez que ce Conseil s'inscrit dans un cadre réglementaire précis qui nous fera traiter 2 points particuliers. Le rapport de développement durable en premier lieu, puis le débat d'orientation budgétaire préalable au vote du budget qui aura lieu lors de notre prochain Conseil. Il n'y aura aucun vote sur ces 2 points. Monsieur Damien Carême, je vous passe la parole pour le rapport annuel de développement durable 2014. Merci, Monsieur le Président. La loi Grenelle II du 10 juillet... Ah. Oui, Monsieur Emery. Bon. Oui, vous venez d'évoquer l'actualité, Monsieur le Président, et nous étions en attente des résultats de vos démarches concernant SRD, Ajinomoto, Europipe, puisque vous en avez parlé dans la presse. Donc, si vous pouviez nous donner quelques informations sur les démarches que vous avez menées. Merci. Nous ferons le point lors du prochain Conseil le 18 décembre. Monsieur Carême, vous avez la parole. C'est sûr. La loi Grenelle II, donc, du 10 juillet 2010 oblige les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants à produire et présenter un rapport annuel sur la situation en matière de développement durable en amont du débat d'orientation budgétaire pour une plus grande visibilité de leur contribution au développement durable du territoire. Outil de dialogue territorial, ce rapport permet de réinterroger leur politique publique, leur fonctionnement et leurs modalités d'intervention en lien avec le développement durable. Un décret du 17 juin 2011 est venu compléter cette loi et préciser le contenu du rapport qui doit faire état du bilan interne de la collectivité, la gestion du patrimoine, le fonctionnement, les activités, et un bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre par la collectivité sur le territoire, et tout cela au regard des 5 finalités définies par le cadre de référence nationale du développement durable, à savoir la lutte contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources, l'épanouissement de tous les êtres humains, la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et générations, et enfin les dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation responsables. Pour la communauté urbaine de Dunkerque, il s'agit de la 4e édition. Au-delà de l'obligation légale, le rapport annuel de développement durable est une opportunité pour la communauté urbaine de réaffirmer que le développement durable est une priorité politique à Dunkerque, qu'il doit être au cœur de toutes les politiques publiques dans une démarche d'efficacité et d'amélioration continue de nos politiques. Caractérisé par une approche transversale au regard des 5 finalités du développement durable, il est présenté avant le débat d'orientation budgétaire et permet de montrer la cohérence entre les choix politiques et les orientations budgétaires. Sur la présentation du document que vous avez entre les mains, pour chacun des 10 engagements d'Alborg est une charte à laquelle la communauté urbaine a adhéré il y a quelques années, sur la page de gauche sont présentés le contexte et les objectifs réactualisés de l'engagement considéré, les marges de progrès, c'est-à-dire les perspectives pour situer notre action dans une logique d'amélioration continue et fixer la feuille de route politique, et un indicateur d'évolution du territoire. Et enfin, sur la page de droite, sur chacun de ces 10 engagements, les actions significatives de la communauté urbaine en 2014 par rapport à l'engagement considéré, selon une approche croisée des 5 finalités du développement durable illustrées par les pictogrammes. À la fin du rapport, à la dernière page, l'indicateur de développement humain, l'IDH, est repris pour montrer une autre lecture du développement à partir des notions de santé, de revenus et d'éducation. Celui-ci pourra constituer un point de repère de l'action communautaire permettant de mesurer les niveaux de santé, d'éducation et de revenus de la population et de définir des leviers pour agir et remédier à certains enjeux en lien avec les acteurs concernés, l'éducation nationale, le Conseil général ou toutes les autres institutions ou organismes. Les modalités d'élaboration de ce rapport. Ce rapport a été coélaboré entre les élus et leurs services, à partir de l'analyse de leur cadre d'action au regard du développement durable. Le bilan des actions choisies est réalisé pour l'année en cours.
En lien avec les vice-présidents, dans le cadre de leur délégation, des marges de progrès et des perspectives sont fixées sous l'angle du développement durable qui garantit la cohérence du cadre d'action communautaire. Elles correspondent aussi à la feuille de route politique du mandat. Les faits marquants du rapport annuel de développement durable de la CUD pour l'année 2014, concernant d'abord le bilan des actions. Sur l'engagement relatif à la gouvernance, on pourrait citer la conférence des maires comme instance de débat et d'orientation des choix communautaires, la mobilisation territoriale et citoyenne autour des états généraux de l'emploi local, avec pour objectif commun l'emploi. Sur l'équité sociale et la justice, le contrat local d'éducation artistique en partenariat avec la DRAC et l'Académie de Lille, qui donne accès à l'art et à la culture aux enfants et aux jeunes dans leur temps de vie scolaire. Sur la planification et la conception, la réalisation d'un nouveau lieu de vie, centre de ressources, le Learning Center sur la ville durable, et la stratégie foncière en cohérence avec les objectifs du projet de développement de l'agglomération. Concernant les marges de progrès, nous pourrons citer notamment les états généraux de l'emploi local, fondés sur une forte initiative de la communauté, et qui doivent aboutir à une nouvelle feuille politique territoriale dont l'animation, le suivi et la mise en œuvre relèveront de la responsabilité de la communauté urbaine. Le projet de mobilité, DK+, qui définira la nouvelle armature urbaine du territoire et offrira une nouvelle politique de mobilité globale à partir d'un nouveau réseau de transport collectif et une politique tarifaire en faveur de la gratuité. La révision du PLU et du plan Air, Climat, Énergie territoriale 2015-2020, dont nous avons eu une présentation en début de semaine, favoriseront le développement d'un modèle de développement urbain intégré, moins consommateur d'énergie et moins consommateur de gaz à effet de serre. Troisièmement, les pistes d'amélioration du rapport annuel de développement durable. À noter que l'année 2014 a été une année de transition. Parmi les pistes d'amélioration, on pourra citer la question de l'implication de la société civile et du Conseil de développement, expression d'un avis des pistes d'action à mener en matière de développement durable, de réajustement de l'action communautaire. Le rapport est appréhendé comme outil de dialogue territorial. Deuxièmement, permettre d'éclairer les choix budgétaires. Faut-il arbitrer le budget au regard des critères de développement durable aussi, par exemple? Envisager une lecture du budget sous l'angle du développement durable. Troisièmement, mettre en place un comité de suivi élu technicien. Quatrièmement, construire une grille de lecture des projets et des politiques au regard du développement durable. Cinquièmement, donner davantage une vitrine du rapport annuel comme outil de suivi du projet communautaire, ce qui est à redéfinir. Voilà ce que je pouvais dire sur la présentation de ce rapport. Les services m'ont demandé toutefois d'appuyer sur un autre champ qui est important. Les plans de prévention du bruit sont réalisés pour toutes les communes et font l'objet d'une rencontre avec les élus pour expliquer les objectifs et les mettre en consultation publique durant 2 mois à partir du 10 novembre pour les 15 premières communes. Donc, concernant les plans de prévention des bruits de l'agglomération, il sera mis à disposition du public à la communauté urbaine. Nous proposons la date du 1er décembre 2014 au vendredi 23 janvier 2015. Donc voilà, le bruit est aussi un des facteurs que nous devons intégrer dans le développement durable. Et nous vous proposons cet aspect-là supplémentaire. Voilà, Monsieur le Président. Merci. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Non, pas d'intervention. Je vous remercie. Pour le débat d'orientation budgétaire 2015, Monsieur Hutin, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Alors, permettez-moi tout d'abord de remercier les services financiers pour le travail fourni pour la préparation de ce débat d'orientation budgétaire. Je crois que chaque conseiller a reçu un document riche, un élément introductif au débat d'orientation budgétaire qui comprend l'ensemble des chiffres sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour notre discussion. Les services ont préparé un document qui me semble intéressant. Nous avons voulu qu'il soit didactique, pédagogique et transparent, puisque l'ensemble des données qui peuvent être soumises à l'ensemble des conseillers apparaissent dans ce PowerPoint. Alors, je vais essayer de le décrire le mieux possible, en même temps que vous. Alors, nous avons d'abord l'état des lieux, réalisé en 2013 et prévisionnel 2014. Je vous propose de commencer par les recettes. Alors, les recettes. Qu'y a-t-il de remarquable sur les recettes? Les recettes réelles de fonctionnement, tout budget confondu, s'établissent à 439 600 000. Alors, on est en légère hausse de 0,26%. Et préciser que si nous sommes en hausse aussi, c'est parce qu'il y a eu un encaissement
exceptionnelle de fiscalité qui était due à la sagacité des services qui ont été recherchés à peu près 5 millions. Sinon, les recettes seraient en baisse de 4 millions. Pourquoi une sagacité ? C'est parce qu'il y a une certaine volatilité maintenant dans ce qu'on peut toucher au niveau des entreprises. Il y a une forme de vigilance des services de la communauté urbaine que je tiens à féliciter. Le recul des dotations de l'État, nous venons de tenir une conférence de presse avec l'ensemble des maires de l'agglomération sur ce recul des dotations qui est absolument phénoménal et catastrophique. Et puis une baisse des subventions, mais cette baisse de subventions est essentiellement liée à la fin de l'opération capitale régionale de la culture. Le tableau qui suit le détail, mais je ne vais pas y revenir, vous l'avez devant les yeux, je ne vais pas vous l'imposer à la lecture. Les dépenses. Les dépenses, alors il y a une progression des dépenses de fonctionnement plus soutenues, 8 millions d'euros fin 2014. Bon, il faut le nuancer également parce qu'il y a des indemnités exceptionnelles, vous le savez tous, qui sont payées au titre de la résiliation du PPP Arena, 3,6 millions en 2013 et 15,8 millions en 2014. Sans quoi, sans cette pénalité, sans ces indemnités, nous aurions une variation qui serait à moins 4,2 millions, c'est-à-dire moins 1,11% pour le budget de la communauté urbaine. Les principales variations, ce qui est à noter, c'est le budget transport qui augmente et qui pèse dans le budget communautaire. C'est l'un des budgets extérieurs qui nous coûte et qui augmente régulièrement. Le fonds de péréquation intercommunale, dont nous reparlerons, et nous avons parlé lors de la conférence de presse tout à l'heure, qui nous coûte de plus en plus et qui va nous coûter de plus en plus dans les années qui viennent. C'est un fonds de péréquation où nous donnons de l'argent à d'autres agglomérations et les charges exceptionnelles de l'ARENA dont j'ai parlé tout à l'heure. Les dépenses d'équipement pour la période qui est 2009-2014 sont assez remarquables, je crois qu'il faut le dire, 550 millions d'euros. Ça a été beaucoup d'emplois et un investissement assez considérable pour la communauté urbaine, soit une moyenne de 91 millions d'euros par an, ce qui est une moyenne haute par rapport à ce que nous pouvons imaginer faire dans les années qui viennent. Vous avez le détail qui suit par rapport aux années de 2009 à 2014, 2014 étant le prévisionnel, puisque nous n'avons pas encore terminé l'ensemble de l'année. Le slide suivant, c'est l'endettement qui s'affiche à la baisse, malgré la baisse des dotations. C'est une bonne chose et ça témoigne aussi de la qualité de la gestion de notre collectivité. La situation financière fin 2014, c'est une estimation, mais une estimation qui est assez précise. C'est clair, on a une épargne brute en repli de 7 millions d'euros. Les recettes ne progressent pas, les dépenses augmentent, et malgré la baisse de l'endettement, tout ça nous emmène vers une capacité d'endettement qui est maintenant de 7,3 années. Signalons quand même que s'il n'y avait pas les indemnités payées au titre de l'ARENA, elle pourrait être amenée à 5 années et demie, ce qui serait très remarquable pour une collectivité comme la nôtre. Les perspectives pour 2015-2017, avec les recettes attendues à partir de 2015, et vous allez voir que ça n'est pas réjouissant. Nous avons des recettes fiscales atones. Le terme me semble nous assembler dans le service le plus juste. Alors, la fiscalité locale, classique, 35% des recettes fiscales de notre collectivité, et 65% sont des dotations fiscales figées. Des recettes issues de la fiscalité locale qui seront en baisse également parce que je reprends les 5 millions d'euros encaissés en 2014, qui était un plus, en baisse de 4,36 millions, et des recettes issues de la fiscalité locale autres incertaines, qui ne seront connues qu'en mars, malheureusement maintenant, et une taxe professionnelle qui désormais, de par législation antérieure, ne bouge plus, est complètement figée. Nous avons ensuite les dotations de l'État, qui sont dans d'une baisse brutale. Je l'ai qualifié pour un certain nombre de communes récemment d'assassines, mais je pense qu'elles sont réellement assassines pour un certain nombre de communes, et elles le sont également pour la communauté urbaine. Il faut imaginer ce que c'est que 16 millions d'euros sur 4 ans, et ce sera 5 millions à compter de 2015. C'est considérable, et dans un budget comme le nôtre, ça pèse énormément. Je rappelle que ça rentre dans le cadre du pacte de responsabilité et de solidarité qui prévoit une économie de 50 milliards d'euros, dont plus de 11 milliards pour les collectivités locales. Chacune des communes membres de la communauté urbaine est l'objet de cette baisse brutale, et la collectivité communautaire également. Une péréquation horizontale accrue. Alors, la péréquation verticale est celle des dotations d'État qui sont données aux communes, aux collectivités
quelle qu'elle soit. Et la péréquation horizontale est une taxe qui date de 2010, qui est montée en puissance doucement et qui malheureusement nous impacte énormément. Je poserai demain, on en parlait avec Monsieur le Président, nous avons un discours commun avec l'ensemble des maires de l'agglomération. Je poserai demain une question orale sans débat à l'Assemblée nationale, je crois que c'est demain matin à 10h30 ou quelque chose comme ça, au secrétaire d'État au budget. Nous tenons aujourd'hui, les territoires industriels comme les nôtres, donnent de l'argent à un certain nombre d'autres territoires. L'idée de départ était plutôt juste, c'était une volonté de justice, d'équilibre entre les territoires. Or, notre territoire est un territoire industriel. Je ne vais pas rappeler à l'ensemble des membres de ce conseil, nous avons 16 usines Céveso, nous avons des problèmes de santé publique qui sont liés parfois à la pollution, nous avons des problèmes de voirie par rapport à ce que peut amener un certain nombre de trafics. Les inconvénients sont relativement importants quand nous sommes une zone industrielle, que ce soit pour la santé publique ou pour les demandes d'investissement. Cette agglomération a toujours appréhendé le monde industriel, c'est toujours comporté d'une manière extrêmement vivante et volontaire et courageuse dans son action ouvrière et dans le cadre de cette péréquation, rien n'est pris en compte dans ce domaine. C'est-à-dire que des zones industrielles comme les nôtres qui sont particulièrement impactées en ce moment au niveau social, il n'y a pas un élément qui nous permet d'échapper à cette péréquation. C'est-à-dire que nous payons pour des zones résidentielles, nous payons à la communauté urbaine de Lille, nous payons pour des secteurs qui n'ont pas d'industrie, mais qui ne sont pas forcément pauvres au niveau des habitants. C'est-à-dire que c'est la richesse des habitants qui compte exclusivement, et ce n'est pas les risques que nous pouvons prendre au niveau industriel, ce n'est pas la précarité, ce n'est pas la difficulté d'intégration qu'on peut avoir par rapport à des populations qui ont vécu ici il y a quelques années, qui vivent encore ici et qui ont travaillé ici. Et c'est une injustice notoire dans le cadre de cette péréquation. C'est une injustice notoire qui nous coûte quand même particulièrement cher, puisqu'on était à 2,6 millions en 2014, 3,6 millions en 2015 et 4,6 millions en 2016. On donne à la communauté de Lille. Il y a des zones résidentielles du sud de la France qui n'ont pas d'industrie, mais qui touchent de l'argent de la part des zones industrielles ça me semble absolument scandaleux, et ce sera l'objet de mon intervention demain. Mais c'est 4,6 millions par an et dans les années qui viennent, c'est quand même assez fort. Et nous le subissons de plein fouet. Alors, la taxe d'électricité aux communes, il va y avoir un retour à la demande des maires, mais compte tenu de la situation financière des mairies, ça nous a semblé tout à fait logique que ça se passe comme ça. Elle sera à nouveau encaissée par les communes de plus de 2000 habitants. Pour les communes de moins de 2000 habitants, elle sera encaissée par la communauté urbaine et reversée aux communes. C'était quelque chose qui n'était pas prévu au départ, et c'est donc 2,7 millions dont il faudra également se passer, mais ça me semble difficile de ne pas redonner ça aux communes. Le slide suivant est à mon avis très explicite. Ce sont les 4 éléments sur lesquels, dans les 6 ans qui viennent, nous allons faire notre budget en fonctionnement, en recettes de fonctionnement. La fiscalité qui ne bouge pas, le FPIC, cette fameuse dotation injuste qui touche les bassins industriels, qui sont eux-mêmes touchés par la crise, la DGF qui est réduite de manière assassine, et cette taxe d'électricité qui est perdue, mais qui reste aux communes, mais qui, pour la communauté urbaine, pose un problème de budget. Voilà. Alors nous avons, dans le cadre du débat d'orientation budgétaire, à prendre un certain nombre de décisions, qui sont des décisions qui touchent au taux et aux tarifs, les taux d'imposition et les tarifs pour nos habitants. La taxe d'habitation. Alors nous, ce qu'on peut faire sur la taxe d'habitation, je pense que nous sommes très transparents, le taux actuel est de 11,99%, nous pouvons le porter à 94,2%. Il ne me semble pas, à vous regarder, puisque moi j'ai la chance de voir l'ensemble des conseillers, je ne pense pas qu'on va s'orienter ce soir vers une volonté d'augmenter à 94,2%, parce que l'imposition me semble déjà assez lourde pour nos concitoyens. C'est la marge de manœuvre, mais je pense qu'elle n'est pas envisageable aujourd'hui. La cotisation foncière des entreprises, qui est à 34,94%, elle pourrait être à 34,97%, bon, ce ne serait pas grand-chose. Je ne sais pas s'il faut l'envisager dans cette période de difficulté économique. Mais ça, ce sera dans le débat. Le taux ménage entreprise. Alors l'imposition forfaitaire sur les réseaux, l'IFER, ça touche, on a 10,6 millions, il n'y a pas de marge de manœuvre. Ce sont nos entreprises comme la Centrale ou Decassis
quand je pense qu'il y en a qui ont l'idée de fermer 2 tranches de centrales. Je ne sais pas bien ce qu'on ferait. La cotisation sur la valeur ajoutée, pareil, il y a Saint-Eau National, 13,9 millions. On n'a pas de levier particulier, avec une difficulté, comme je l'ai précisé tout à l'heure, pour une forme de volatilité. On ne sait pas combien on va toucher exactement, mais il n'y a pas de levier au niveau du pourcentage. Il y a une possibilité sur la taxe sur les surfaces commerciales, la TASCOM. C'est indice en 2013-2014. Il n'y a pas de hausse. Il y a une possibilité de hausse si on veut. Je rappelle, ça touche les grandes surfaces. Il y a une possibilité. Il y avait une décision qui était prise. Le taux d'enlèvement des ordures ménagères, précisé, Roméo sera, je crois qu'on peut le féliciter pour sa gestion. On est à l'équilibre. Alors c'est un budget qui a été déficitaire et qui est un équilibre qui est maintenu. Le taux sera celui de 0,9%, qui est l'inflation prévisionnelle, conformément à la loi de finances. La redevance assainissement, l'objectif est de maintenir le prix de l'eau en augmentation au niveau uniquement de l'inflation. C'est équilibré. Se pose toujours le problème dans le cadre de ce budget de la consommation, qui est très variante. Tantôt on boit plus, tantôt on boit moins. C'est très variable. C'est peut-être le climat dont parlait Damien tout à l'heure. Le taux transport, 1,55 depuis le 1er janvier 2011. Avant, c'était 1,01. Il y a une possibilité d'augmentation jusque 2%. Ce 2% générerait un produit complémentaire d'environ 7 millions. C'est une possibilité. Voilà. Le produit complémentaire est affecté à la provision pour notre futur transport en site propre. Les dépenses attendues à partir de 2015. Alors, le reversement aux communes, je crois qu'il y aura un débat qui sera intéressant là-dessus. L'attribution aux communes, elle est stabilisée, 127,2 millions, sous réserve de transfert de charges. Éric Remel travaille sur le dossier actuellement, une démarche de mutualisation d'un certain nombre de services entre les communes, et il y aurait un certain nombre de transferts de charges. Pour le moment, il y a eu 2 transferts de charges, Monsieur le Président. Il y a eu je ne sais plus, c'est le syndicat le réseau de chaleur, mais c'est pas encore acté, et l'autre... Fourier ? Les transferts de charges. Ben non, il y en avait 2. Ah ben, il n'y en avait qu'un. Bon. Enfin, le réseau de chaleur qui était le réseau de chaleur. 1er janvier, oui. Le réseau de chaleur qui était le réseau de chaleur de Saint-Paul-Dunkerque et donc qui sera transféré à la communauté urbaine. Mais les conséquences financières sont de l'ordre de quelques dizaines de milliers d'euros, donc extrêmement faibles. La dotation de solidarité communautaire de 43 595 est proposé un pacte financier et fiscal de solidarité entre la communauté urbaine et les communes membres. Bon, je pense qu'il y a un certain nombre de décisions qui doivent être prises, un certain nombre de communes ayant des difficultés majeures aujourd'hui. Et je pense qu'on s'oriente vers plus de justice dans le cadre de cette dotation de solidarité communautaire, plus de justice qui est indispensable par rapport aux difficultés que rencontrent un certain nombre de communes aujourd'hui. Et la taxe sur l'électricité, qui sera donc à nouveau encaissée par les communes, et la communauté urbaine ne touchera plus d'argent là-dessus. Les dépenses de personnel, simple, hein, la croissance mécanique, le GVT traditionnel, 1 million d'euros. Un objectif, si on peut parler d'objectif, hein, il y a une perspective de réduction d'à peu près 50 postes sur les 3 ans qui viennent. Il est bien évident qu'aujourd'hui, des embauches multiples dans des établissements comme les nôtres ou comme les communes ne sont plus du tout à l'ordre du jour, et c'est absolument impossible. La variation nécessaire annuelle, c'est 1,2%. Les subventions, objectif pour les subventions, une baisse de 0,5 millions de l'enveloppe, c'est-à-dire moins 3,7%. Actuellement, l'ensemble des vice-présidents concernés sont en train d'étudier les subventions en ciblant plus particulièrement celles qui ont une réserve pléthorique de trésorerie. Il en existe. Et là, bon, il serait assez légitime qu'elles fassent l'effort dans ces moments difficiles et qu'elles vivent un peu sur leur matelas. Voilà. Le reste des objectifs qu'on fonctionnera un petit peu comme un article 40 à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que s'il y a de nouvelles subventions, on essaiera de se débrouiller pour qu'une autre disparaisse et que ce soit une globalité, une surface financière identique.
Les charges à caractère général ou les frais financiers. Alors, recherche d'économie, remarquable, je crois qu'on peut le dire pour l'ensemble des services de la communauté urbaine. Cette année, elle se poursuivra. La recherche d'économie a permis, par exemple, d'absorber le fonctionnement de nouveaux équipements tels que la Halle au sucre ou le Learning Center. Et cette réduction continuerait à hauteur de 5%. C'est ce qui a été fixé comme objectif au service. Et je tiens à remercier des efforts qui ont été faits durant l'année précédente qui sont particulièrement remarquables. Et les frais financiers. Et là, on devrait avoir un léger recul des frais financiers. Alors, c'est une stratégie du service des finances avec une analyse très très fine. Je vais aller voir comment ils faisaient, mais c'est remarquable. On a la chance d'avoir des gens qui sont très compétents et qui nous permettent d'avoir des frais financiers extrêmement bas actuellement et une gestion très serrée de tout cela. Les investissements pour 2015. Alors, comme vous l'avez vu, l'année dernière, c'était 90 millions d'euros. L'étude que nous pouvons faire sur une prospective sur les 6 ans qui viennent, les investissements, on pourrait être en moyenne à hauteur de 80 millions d'euros, soit 320 millions sur les 4 ans. C'est une enveloppe qu'il ne faudra pas déplacer parce que nous aurions des ratios de santé financière qui ne seraient plus satisfaisants en sachant qu'il n'y aura pas que l'investissement, le fonctionnement sera également maîtrisé à la communauté urbaine. J'ai rencontré à la demande de M. le Président il y a maintenant 2 mois avec François Villain et les services Martine et Cédric. On a rencontré une bourse à Paris, entretien qui s'est très bien passé puisque la communauté urbaine est encore classée dans les meilleurs, c'est A+, ce qui est ce qu'on peut imaginer de plutôt mieux, c'est ce qui est quasiment le mieux dans les collectivités territoriales. Eux, ils disent qu'avec eux, ils pensent à une capacité de désendettement à 9 ans d'ici 2016. Si on sera entre 70 et 80, mais il ne faut pas monter au-dessus, quoi, voilà. Après, au-dessus de 9 ans, ça deviendrait dangereux. Voilà. Et je terminerai par les dépenses d'équipement. Alors, le classique, et nous aurons l'occasion d'en discuter lors du budget. L'enveloppe de gestion fixe, c'est 46 millions. Il y a des choses qui sont indispensables. Les missions de service public pour la collectivité. La voirie sur laquelle devrait être fait cette année un effort. Je crois que les maires ont insisté pour avoir. Il y aura un plus sur la voirie, l'assainissement et les transports, l'ordre ménagère, l'énergie, politique de l'habitat. La politique en particulier en rue et renouvellement des équipements. Voilà, c'est ce qui est nécessaire pour le fonctionnement pour les services publics. Et puis les 34 millions correspondant aux 80 millions moins les 46, c'est l'aménagement urbain, les territoires d'agglomération et les opérations exceptionnelles sur lesquelles nous serons amenés à arbitrer lors de notre budget. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Hutin. Qui souhaite prendre la parole ? Monsieur Rommel, Madame Kerkhoff. Monsieur Rommel, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président chargé des Finances, chers collègues, je vais intervenir ce soir au nom du groupe Rassemblement solidaire communautaire, RSC, pour ce débat d'orientation budgétaire. Je ne vais pas revenir sur tous les chiffres. Les services communautaires, comme à leur habitude, ont fait un excellent travail. Et Christian Hutin, notre collègue, a très bien résumé la situation financière de la communauté urbaine de Dunkerque et des marges de manœuvre que nous avons pour les prochaines années. Rien ne sera facile dans nos communes comme à la communauté urbaine de Dunkerque. Et pire, si nous ne pouvons, les villes ou la communauté, investir dans les prochaines années, c'est l'économie locale qui va souffrir. Donc l'emploi, donc notre population, déjà en première ligne dans cette galère qu'est le chômage. Et comment concilier notre volonté de mettre l'emploi comme notre priorité avec les états généraux de l'emploi local et cette baisse de recettes qui grève nos capacités d'investissement. Rien ne sera facile et chacun ici présent dans ces délégations va devoir chercher des économies pour garantir notre dynamique communautaire. Tous, nous devons nous battre pour continuer à vivre. Trop grandiloquent, me direz-vous, quand je parle de vivre. Eh bien non, Monsieur le Président. Non, Monsieur le Vice-président, non, chers collègues.
Il y a sur notre territoire communautaire des villes qui n'émettent déjà plus le moindre bon de commande ou de travaux. Il y a des villes qui ne savent pas encore si elles pourront boucler leur budget 2014. Il y a des villes qui, depuis longtemps, et bien avant la communauté urbaine de Dunkerque, font la chasse aux économies. Alors oui, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, ce n'est pas facile, mais il nous faut réussir. Et pour réussir, il nous faut être solidaires. C'est de cette solidarité entre les villes, avec la communauté urbaine de Dunkerque, que dépend notre réussite. Alors quoi de plus normal? Cette intervention de notre groupe, Rassemblement solidaire communautaire, faite par le maire de Lonneplage, ville souvent considérée comme riche, pour vous prouver l'urgence de la situation. Et du groupe RSC à la DSC, dotation solidaire communautaire, il n'y a qu'un pas, ou si vous préférez, une lettre. Eh bien non, il y a un fossé, parce que la DSC n'a rien de solidaire. Elle creuse des écarts entre les villes riches et les villes pauvres. Et si l'allocation compensatrice calculée en 2000 n'était que la retranscription de la TP alors distribuée aux communes, la DSC, comme son nom l'indique, normalement, devait permettre aux villes de faire face à l'inflation normale, mais aussi, nous le pensions, à réduire les inégalités du territoire. Comment expliquer un tel écart? Alors que la moyenne de cette dotation est de 211 € environ par habitant, les chiffres 2013, nous avons des villes qui reçoivent à peine 60 €, quand d'autres en perçoivent plus de 485, soit un rapport de plus de 8 fois. Et comme le disait ma collègue, Madame Barbara Bailleul, lors de la dernière commission des ressources où était présenté ce débat d'orientation budgétaire, quel élu, ici, dans cette salle, peut affirmer qu'un habitant d'une ville vaut moins qu'un habitant d'une autre ville? C'est cette difficile équation qu'il nous faudra résoudre, Monsieur le Président. Nous savons que cette tâche est compliquée. Pourtant, c'est de notre solidarité que dépendra le bon fonctionnement de la communauté urbaine de Dunkerque. Des pistes existent et nous y avons déjà travaillé ensemble. La mutualisation des services, le transfert de charges ou de compétences, la mise à disposition de personnel ou de savoir-faire, des fonds de concours que nous pourrions réserver aux villes les plus en difficulté. Mais des villes, Monsieur le Président, ne peuvent pas attendre. C'est demain qu'elles ont besoin de notre solidarité. Alors que faire? Débloquer de l'argent immédiatement pour le reverser à quelques villes les plus en difficulté dans une dotation solidaire communautaire réinventée? Cet argent retiré de notre capacité d'investissement sera investi dans ces villes. Et donc, le territoire dunkerquois ne devrait pas trop en souffrir. Commencer le rééquilibrage pour tendre le plus vite possible vers cette dotation à 211 € par habitant et pour tous. Nous ne voulons pas que les villes les mieux dotées soient dans la même situation financière difficile que les plus pauvres. Mais si chacun fait un pas vers l'autre, le fossé sera réduit. Et dans tous les cas, cette DSC ne peut rester en l'état. Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues, nous voulons croire à la lecture de ce débat d'orientation budgétaire et à ces quelques lignes qui nous disent qu'un pacte naîtra entre les villes et la communauté urbaine de Dunkerque, que chacun, ici, fera de la solidarité entre nous un objectif majeur de ce mandat. Dès demain, et déjà à la lecture du prochain budget primitif 2015, nous devons voir cette solidarité communautaire. Plus que le groupe RSC, Monsieur le Président, ce sont les villes qui vous le demandent. Merci. Merci, Monsieur Rommel. Madame Kerkhoff. Merci, Monsieur le Président. J'interviens au nom du groupe Rassemblement républicain pour le littoral en mouvement. Nous assistons aujourd'hui au premier acte budgétaire de ce mandat. Même s'il n'y a pas de vote formel, ce débat d'orientation budgétaire marque les grandes orientations politiques de la nouvelle équipe communautaire dans le domaine financier, mais aussi dans nos choix au service de nos habitants, nos associations et nos entreprises. Quel territoire voulons-nous pour demain? Quelle gouvernance collective? Quel état d'esprit nous anime? Pour le groupe Rassemblement républicain pour le littoral en mouvement, c'est l'avenir du Dunkerquois que nous préparons, dans un nouvel état d'esprit qui caractérise notre démarche depuis 8 mois. Excusez-moi. Dans la méthode de gouvernance et dans le travail collectif que nous avons mis en place, chaque maire du territoire, représentant ses habitants,
participent activement à la décision communautaire. Au cours de ce mandat, il n'y aura aucun ostracisme vis-à-vis de telle ou telle commune. Tous les habitants seront traités de la même manière. Et chaque maire signera, avec le président de la communauté urbaine, une convention d'engagement pour sa commune pour les 6 prochaines années. La démocratie, c'est avant tout reconnaître le choix des électeurs. Le fondement même de l'intercommunalité, c'est la solidarité entre les habitants et les communes. Que deviendraient nos communes sans les financements de la communauté urbaine dans le domaine, par exemple, du transport, de la voirie, du ramassage des ordures ménagères ou de l'assainissement? Nous devons maintenant réfléchir sur ce qui est du ressort de l'intercommunalité et sur ce qui doit rester communal, sur ce qui doit être mutualisé ou transféré. Un renforcement de la solidarité intercommunale est aussi nécessaire. Mais n'oublions pas que la raison d'être de l'intercommunalité, c'est l'investissement sur des projets intercommunaux et communaux. Le budget 2015 devra tenir compte du désengagement de l'État, aussi bien pour les communes que pour la communauté urbaine. C'est 22 millions, communes et communautés urbaines ensemble, que l'État ne nous versera pas cette année. La nécessité d'une gestion publique saine est nécessaire pour l'avenir de notre territoire. Et nous devons dégager des marges de manœuvre pour préparer l'avenir en maintenant notre capacité d'investissement. Tout cela n'aura de sens que si nous élaborons ensemble un projet communautaire qui répond aux attentes de tous nos habitants et de nos électeurs qui se sont exprimés lors des dernières élections municipales. Ce sera le travail de notre Conseil dans les prochains mois. Dès notre arrivée à la communauté urbaine, notre nouvelle majorité a agi dans 2 domaines essentiels pour la vie quotidienne de nos habitants, celui de l'emploi et du transport. Nous avons lancé le 12 septembre dernier les États généraux de l'emploi qui associent l'ensemble des forces vives de notre territoire autour de cette réalité dramatique qui touche l'ensemble des familles de notre littoral. Nous avons décidé d'agir concrètement en lançant tout de suite 6 actions créatrices d'emplois locaux. Un plan exceptionnel de rénovation à la voirie, un renforcement du dispositif Réflexe Énergie qui se traduira par une progression des aides pour les différents travaux envisageables. La création d'un dispositif Réflexe Adaptation dont l'objectif est d'aider les ménages à adapter leur logement au handicap et au vieillissement. Une candidature à l'appel d'offres national pour la création d'un champ d'éoliennes offshore au large de Dunkerque. La mise en place d'un dispositif visant à accompagner des chômeurs à trouver un emploi en Flandre belge en leur apportant une bonne connaissance du territoire et de la langue flamande. Et la promotion du secteur des services d'aide à la personne. Dans le domaine du transport, nous avons lancé une large concertation sur la mobilité qui débouchera sur la refonte totale du système de transport collectif dans toute l'agglomération. 9 réunions publiques permettront de recueillir l'avis des usagers et d'améliorer ainsi notre réseau de bus actuellement vétuste et inadapté à leurs besoins. Dans un mois, le budget 2015 sera soumis au vote. Si notre marge de manœuvre budgétaire est faible, nous vous proposons de nouveaux choix politiques et une nouvelle gouvernance, ce qui relève d'une vraie et grande ambition. Faire de la politique autrement n'est pas qu'un slogan électoral. C'est pour nous une réalité quotidienne au service de tous les habitants de notre agglomération. Merci, Monsieur le Président. Monsieur André Felghem. Merci. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les élus, on ne le rappellera jamais assez, la suppression de la taxe professionnelle a eu un effet négatif sur les collectivités locales et le but de la réforme, améliorer la compétitivité des entreprises et créer de l'emploi, n'a pas été atteint. Cependant, malgré cette réforme de la taxe professionnelle, la communauté urbaine de Dunkerque bénéficie encore de marge de manœuvre sur ses recettes, notamment en comparaison d'autres échelons territoriaux, comme par exemple les départements ou les régions. En effet, plus de 30% des recettes de fonctionnement sont modifiables à la hausse, même effectivement si le moment ne s'y prête pas. D'ailleurs, on le voit avec le prévisionnel du compte administratif 2014 qui laisse espérer une croissance des recettes de fonctionnement de 0,26%, soit un peu plus d'1 million d'euros. Ce sont bien sûr les recettes fiscales qui progressent le plus, 2,42,
soit plus de 7 millions d'euros. Avec un potentiel financier de presque 2200 euros par habitant, la communauté urbaine détient certainement le plus haut niveau de recettes par habitant de France parmi les communautés urbaines. La moyenne nationale de la strate est de 964 euros. Je fais référence à l'information générale du BP 2014. De quoi faire pâlir d'envie beaucoup de collectivités. Comme le souligne le rapport de l'agence Standard & Poor's, la gouvernance et la gestion financière de la communauté urbaine sont satisfaisantes. On ne peut que se réjouir de la situation financière de notre collectivité, même s'il faut rester vigilant sur notre encours de dette, qui d'ailleurs devrait baisser, selon également les prévisions, de 7 millions d'euros en 2014 pour passer d'environ 360 millions d'euros à 353 millions d'euros fin 2014. Si la communauté urbaine dispose d'une capacité de lissage de ses investissements, de ses dépenses d'investissement, nous savons que les collectivités locales sont des moteurs de croissance et d'emploi à travers l'investissement public qui permet aussi de soutenir l'activité des entreprises. Plus que jamais, notre devoir est le soutien à la croissance et à l'emploi en gardant un bon niveau d'investissement. Et bien entendu, je rejoins les propositions de monsieur le vice-président sur une mention de 70 à 80 millions d'euros d'investissement. Dès lors, dans un contexte économique et financier tendu, pour faire face aux difficultés du moment et à venir, la question qui se pose est celle de la solidarité entre les communes et la communauté urbaine. Avec presque 171 millions de reversements aux communes, une solution devrait être possible, ce qui représente environ 850 euros par habitant. Ensemble, donc, communes, communauté urbaine, nous devons anticiper et rapprocher les analyses et perspectives financières en vue de l'émergence de stratégies financières complémentaires et coordonnées afin de garantir la réalisation des grands objectifs politiques de notre territoire. Enfin, la perspective de réduction de 50 postes sur 3 ans des effectifs du personnel, soit environ 3%, soulève beaucoup de questions. Ça ressemble un peu à la RGPP. Certes, cette mesure simple peut être appréciée par ceux qui ne cessent de pester devant l'administration ventripotente, mais sur le terrain, cette équation appliquée dans toute sa simplicité peut créer quelques désordres. N'oublions pas que le territoire de la communauté urbaine s'est agrandi de 2 communes supplémentaires depuis ces dernières années. En conclusion, dans un contexte de grandes difficultés économiques et financières, il nous revient de repenser, reformuler, redéfinir notre organisation, notre gouvernance, assise sur des liens véritables et équilibrés entre la communauté urbaine et les communes membres. Merci. Merci. Monsieur Emery. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, c'est avec grand intérêt que j'ai entendu les précédents orateurs. Le vice-président Hutin a qualifié les dotations, concernant les dotations de l'État, d'une baisse phénoménale. Il faudrait simplement lui rappeler que, puisqu'il a dit que c'était 16 millions sur 4 ans, que 4 millions d'euros par an, c'est moins de 1% des dépenses de fonctionnement. Je pense que le mot phénoménal est un peu exagéré. Puis, je l'ai entendu dire qu'il y avait sur les subventions un objectif de baisse de 500 000 euros par an. Mais alors, à quoi cela sert ou à quoi cela rime d'avoir voté, et je pense que le Conseil l'a fait, sauf notre groupe, plus 200 000 euros en juillet à l'USDK. Puis nous avons entendu avec, je dirais, avec étonnement, mais aussi peut-être plaisir, à la fois messieurs Rommel et madame Kerkhoff. Un habitant d'une ville ne vaut pas moins qu'un habitant d'une autre ville. Madame Kerkhoff, aucun ostracisme, tous traités de la même manière. Et nous relisions récemment le procès-verbal du Conseil de communauté du 19 mai où nous ne demandions pas autre chose pour nous, les élus du groupe des Fibles Marines. Pas d'ostracisme, être traités de la même manière, que les moyens attribués aux élus pour exercer leur mandat
soient les mêmes pour tous et non pas une proportionnalité selon les indemnités qui donnent, par exemple, à certains groupes 25 fois plus que le nôtre. Et je disais tout simplement, pour exercer notre mandat, pour faire une photocopie, pour passer un coup de téléphone, la photocopie ne coûte pas 25 fois moins cher pour nous ou 25 fois plus cher pour vous. Le coup de téléphone coûte le même prix. Et si nous voulons prendre un collaborateur ou une collaboratrice, voudriez-vous nous inciter à recourir aux travailleurs détachés? J'arrête là la citation. Vous avez, je l'espère, enfin compris que la solidarité, elle doit s'appliquer au quotidien. Et la meilleure chose, c'est quand même de l'appliquer au sein de notre communauté, entre nous les élus, qui sommes tous des élus de la République, parce que nos électeurs, oui, ils valent autant que les vôtres, ils ne valent pas moins, ils ne valent pas plus, ce sont des citoyens et vous devez les respecter, ce qu'aujourd'hui nous regrettons de le constater. Vous ne le faites pas, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il nous est toujours refusé depuis quelques mois l'attribution d'un local. Mais enfin, quant à ce qui est des grandes lignes qui ont été tracées par le vice-président aux finances, et ça a été répété par le dernier intervenant, M. Van Felgem, la fiscalité toujours en hausse. Quand on regarde les marges de manœuvre, on voit que pour la cotisation foncière des entreprises, nous sommes déjà au taquet. Ah, ces braves entreprises, ces braves vaches à lait. Et ensuite, on se plaint que l'emploi disparaisse. Le versement transport, il est déjà l'un des plus élevés de France. Le fonctionnement augmente toujours, puisque de 2010 à 2014, il a augmenté de près de 30 millions d'euros, 28,7 exactement, plus 8%, pendant que le reversement aux communes, il faut le concéder, faisait un peu du surplace avec plus 3%. Le Moloch de la CUD se sert d'abord, les autres après. Plus de dépenses de fonctionnement, pour toujours moins d'habitants, il y a quand même un vrai problème. D'autant plus que vient de le rappeler le dernier orateur, M. Van Felgem, notre communauté est richissime, mais c'est ce que je disais également lors du vote du compte administratif, avec des recettes de fonctionnement de 2146 €, alors que d'autres collectivités de même taille ont des recettes de fonctionnement de 964 €. Alors, que font-ils, mais que faites-vous avec tout cet argent? Alors, comment font les autres qui sont 2 fois moins riches? Alors nous vous proposons un certain nombre de pistes, recentrer la CUD sur ses compétences, le quotidien des habitants, au lieu de dépenser à n'en plus finir sur la culture, les relations internationales, l'aide au développement. Et vous entendre, Monsieur le Président, après la destruction de la bibliothèque à Gaza, dire « Non, ceci est sanctuarisé, nous continuerons sur cette même voie ». Eh bien non, il ne faut peut-être pas continuer sur cette même voie. Il faut réduire les dépenses de fonctionnement, supprimer les dépenses inutiles et ne pas s'engager dans des dépenses supplémentaires telles que ce bus gratuit hors de propos avec la situation actuelle. Bref, il faut pratiquer au quotidien le pragmatisme, le bon sens et tout cela. Il faut l'inscrire dans le patriotisme économique et social en étant vigilant à ce que l'emploi, ici, sur l'ensemble des chantiers, sur l'ensemble des entreprises, soit réservé aux Français d'abord. Ce sera certainement l'une des solutions pour que l'emploi local ne recule pas et au contraire progresse. Monsieur Ringot. Bien, Monsieur le Président, mes chers collègues, j'axerai mon propos au nom des élus du groupe républicain d'intérêt communautaire sur les éléments de contexte auxquels nous sommes collectivement confrontés, proposerai quelques axes d'action à mener et je terminerai par des propositions de solidarité renforcée. Sur les éléments de contexte, je voudrais déjà rappeler que notre communauté urbaine, première communauté urbaine volontaire en France, créée en 1969, est déjà une forme de péréquation et de solidarité entre toutes les communes au travers des politiques publiques mises en œuvre sur l'ensemble du territoire depuis presque 50 ans. Cependant, et cela a été rappelé, les décisions fiscales des dernières années, liées notamment à la suppression de la taxe professionnelle, impactent fortement nos marges de manœuvre. De même, la montée en charge de la péréquation horizontale entre toutes les collectivités nationales de même rang et la baisse des dotations, rappelées par Christian Hutin, vont contribuer à réduire nos marges de manœuvre et vont nous obliger, disons-le, à davantage d'efforts de gestion. Il nous apparaît donc important
de revisiter toutes nos dépenses au regard du service rendu aux territoires et aux habitants, d'établir une feuille de route en termes d'investissement sur toute la durée du mandat et de stabiliser la fiscalité vers les entreprises et les ménages perçus par notre collectivité. Le travail sur le projet communautaire nous paraît également prioritaire et urgent afin de se doter d'une visibilité sur 6 ans. Par ailleurs, sur le sujet de la dotation de solidarité communautaire, j'ai déjà eu l'occasion d'exprimer clairement en conférence des maires mon accord sur la nécessité d'aider des communes en difficulté, voire en grande difficulté. On pourrait imaginer, par exemple, qu'une partie des économies de gestion réalisées en pourcentage, voire une partie des recettes nouvelles, soit fléchée vers ces communes dans le cadre d'un fonds spécifique. De même, je propose que les fonds de concours versés aux communes soient indexés en fonction de leur niveau de richesse fiscale, d'une part, et d'autre part, du niveau des taux communaux des impôts locaux pratiqués dans ces mêmes communes. Notre communauté urbaine doit rester absolument un espace de solidarité afin de continuer à faire avancer ensemble le territoire dunkerquois. Notre groupe s'inscrira dans cet objectif et dans cette perspective de travail en commun et de solidarité. Merci. Monsieur Bailleul. Merci, Monsieur le Président. Alors, le DOB n'est jamais quelque chose de simple, car c'est mettre des lettres, c'est mettre le verbe devant des chiffres. D'ailleurs, je félicite Christian Hutin, qui nous a fait chiffres et lettres à la fois et qui nous a rendu cette présentation plus que limpide. Je rejoins bien sûr son analyse sur le désengagement massif de l'État sur les collectivités locales. Les mairies, bien sûr, mais aussi la communauté urbaine. Quelques mots sur ce point. On a beaucoup évoqué d'autres sujets, vous vous en doutez bien, j'y reviendrai. Revenons d'abord sur ce désengagement massif de l'État. 2 règles à retenir. L'État essaye de faire porter l'effort national à tous, en se disant, pendant des années, on a tous été mauvais élèves, il faut qu'aujourd'hui, le tir soit corrigé. Mais jamais les collectivités locales, les communautés urbaines, les communautés de communes, les mairies n'ont été de mauvais élèves. La loi oblige toutes les collectivités locales, quelles qu'elles soient en France, les 36 000 communes, de présenter un budget en équilibre, alors que l'État, depuis la fin des années 70, présente et vote des budgets en déficit. Ne nous trompons pas. Bien sûr qu'on doit partager l'effort. Je ne connais pas un maire qui serait contre le fait d'aider son pays à se redresser. Mais n'inversons pas les rôles. N'allons pas dire aux citoyens que c'est une gestion de l'argent public complète qui a entraîné cette situation financière et qu'aujourd'hui, on a notre quote-part à prendre, nous, les communes et les communautés urbaines. Loin de là, nous n'avons pas pu creuser ce déficit. La loi nous l'interdit. Puis, j'ai entendu, il y a quelques années maintenant, 2 ans et demi, un candidat devenu président, je le dis, nous parlait de décentralisation. C'était quelque peu logique. Une force de gauche qui reprenait le pays, Pierre Mauroy qui entame la première phase de décentralisation au début des années 80, viennent ensuite les décentralisations de Jospin, et puis que ce président nous parle d'une 3e phase de décentralisation. Tout paraît tellement logique. J'avais pas compris, moi, que c'était une décentralisation sans argent. Je pensais que c'était comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on transfère des compétences, parce qu'elles sont mieux gérées à l'échelon de proximité, mais qu'on transmet avec ces compétences les financements, les moyens pour les exercer. Ça n'est pas le cas, vous le vivez tous aujourd'hui, chers collègues, dans chacun de vos conseils municipaux respectifs. Disons-le, je ne peux pas aujourd'hui remercier le président de la manière dont il a fait cette décentralisation manquée. Je ne lui dirai pas merci pour ce moment. Mais oui. Alors, je reviendrai aussi. Christian Hutin l'a déjà fait. Ce fonds de péréquation, essayons de manière pédagogique d'expliquer la chose. On estime que les
bassin industriel, générateur de taxes fortes. Aujourd'hui, la taxe professionnelle a disparu, mais qui continue de créer de la richesse, ces bassins industriels, doivent être ceux qui payent pour les autres zones moins industrialisées. Je l'entends bien, mais trouvons-nous normal que la communauté urbaine de Dunkerque va payer pour la turbine tertiaire qu'est la métropole lilloise? Qui ira dire que la métropole lilloise aujourd'hui a besoin de ce fonds de péréquation pour faire avancer la capitale des Flandres, quand nous, ici, sur le territoire dunkerquois, chaque entreprise qui perd un peu de terrain, chaque entreprise qui voit son carnet de bons de commande diminuer, c'est la collectivité qui se doit de jouer le rôle d'amortisseur social. Tout à l'heure était cité Ajinomoto, Europipe et d'autres. Alors oui, d'un côté, ces bassins industriels créent de la richesse, on leur enlève pour donner à d'autres territoires, et quand ces industries toussent un petit peu, s'enrhument, eh bien plus personne pour les aider, et simplement les collectivités à qui on a ponctionné pour essayer d'amortir le choc. Ça s'appelle une escroquerie intellectuelle. Et puis, bien sûr, Christian Hutin l'a dit, la communauté urbaine souffre elle aussi des désengagements successifs de l'État sur les années à venir. Vous avez précisé aussi, cher Christian, que la communauté urbaine était encore classée AA+, je crois. On peut rappeler que d'autres communes dans cette agglomération, sans jeu de mots quelconque, Capelle-la-Grande par exemple, ou Coudekerque-Branche, sont plutôt classées DD-. Alors, ben oui, on a le droit de dire des choses sérieuses, avec un peu d'humour. Alors je me suis dit, ils m'attendent. J'ai parlé un petit peu depuis quelques semaines sur la dotation de solidarité communautaire, et je l'avais mis dans mon programme municipal, que cette nécessité de revoir la répartition était imminente, devait être prise en compte depuis le début du mandat. Je vais vous demander dans un instant, Monsieur le Président, si vous m'autorisez une astuce pédagogique. Elle arrive derrière moi. L'astuce pédagogique n'étant pas la dame blonde. Et non, messieurs. Alors, on entend parler de cette dotation de solidarité. On entend parler de cette attribution de compensation. Et je me dis, c'est compliqué. On parle de sommes qui donnent, permettez-moi une expression quelque peu triviale, qui donnent le tournis, 170 millions d'euros. Qu'est-ce que le concitoyen présent dans la salle, même l'élu, qui vient d'être élu il y a quelques mois dans un conseil municipal, peut mesurer lorsqu'on vous dit 170 millions d'euros? Ça paraît énorme. Je regardais un petit peu l'organigramme des élus de la communauté urbaine et me rendais compte que seulement en 2006, si je ne dis pas de bêtises, moins d'un tiers d'entre vous, 2006, l'année où a été voté après une première phase en 99-2000 où a été votée cette DSC, eh bien, en 2006, il y avait moins d'un tiers de conseillers communautaires présents qui le sont encore aujourd'hui. 21 sur 77. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux trouver comme astuce pédagogique pour faire en sorte que chaque conseiller comprenne bien sur quoi on parle, de quoi on parle, où elle est cette inégalité de dotation de solidarité communautaire. Alors, j'ai cherché. Je me suis dit, une fable de La Fontaine? Pourquoi pas, mais le spécialiste est là. Jamais je ne pourrai concurrencer Monsieur Nave. Il les maîtrise toutes. Ancien enseignant, une craie, avec un tableau, peut-être, pas disponible dans cette salle très technologique. Alors, Monsieur le Président, si vous m'y autorisez, parce que vous êtes c'est vous qui avez la police de cette Assemblée, je ne peux donc pas agir sans votre accord. Si vous me le permettez, j'ai peut-être
un instrument pédagogique qui pourrait fonctionner. Mais est-ce qu'on peut le manger après? Après, on peut le manger. D'accord. Cet instrument pédagogique est là. C'est la pelle à tarte. La pelle à tarte qui va nous expliquer rapidement. Vous allez tous comprendre, nouveaux conseillers élus, vous allez tous comprendre comment le gâteau communautaire est réparti. Il est beau. Ah, mais on ne pourra pas le voir à... Eh ben oui. On va le défendre. Un gâteau qui n'a bien sûr, pas été payé par les finances communautaires. J'entends déjà des esprits chagrins là-bas, tout au fond. Bien sûr que non, ce gâteau a été payé par mes fonds personnels. Donc si tout à l'heure certains d'entre vous veulent le goûter, n'oubliez pas, hein, à votre bonne volonté. Et puis, paradin, économe. Et puis, alors ça c'est le petit couteau aussi que j'utilise en conseil municipal. Je ne sais pas si je dois autoriser le couteau. Mon opposition. Mais rassurez-vous, Monsieur le Président, il est déjà coupé. Parce que nous sommes des gens qui travaillons avec beaucoup de science. On a créé un petit calque, un petit graphique qui démontre comment la répartition se fait aujourd'hui à la communauté urbaine. Hop, je le mets ainsi. Nous remarquerons que 3 communes, allez, 4, même si je l'aime beaucoup et je le remercie du propos qu'il a tenu tout à l'heure. 3 communes, ou même 4, représentent. Regardez bien. Hop. Ça, c'est la première partie. Ça, c'est la deuxième partie. Hop, on fait ce qu'on peut. Et ça, c'est la troisième partie. Si vous voulez voir les parties restantes, elles se trouvent ici. Vous l'avez compris, toute petite part pour 14. 14, maintenant 15 et 16, puisque des communes sont rentrées, mais les chiffres n'étaient pas dedans. Toute petite part pour 14 communes. Et si c'était nécessaire, cher Léon, je peux couper ta part ou couper la mienne. Voilà ce que représente la part de Capelle-la-Grande, par exemple. Hop. Ou de Coudekerque-Branche. Voilà. On va quand même pas s'étouffer avec ça. Certains en profitent. Je vous le dis simplement avec un exemple concret, et je serais ravi que tout à l'heure nous puissions partager ce gâteau. Il est véritablement temps que tous autour de la table nous puissions véritablement partager ce gâteau. C'est essentiel. Le président, j'en suis convaincu, a ce même sentiment. Il l'a dit dans ses propos introductif lors du premier conseil de communauté. Il veut une communauté urbaine plus proche des habitants. Pour avoir une communauté urbaine plus proche des habitants, il n'y a pas 36 solutions. C'est d'abord d'aller soutenir l'échelon de proximité par excellence. L'échelon de proximité par excellence, ce sont nos communes, bien évidemment. Le président l'a dit, il veut continuer de maintenir un niveau d'investissement fort. On le conçoit. Personne ne dit le contraire. Mais n'oublions pas que ce niveau d'investissement peut avoir, Bertrand Ringot l'a dit, peut avoir 2 niveaux. Le niveau, bien sûr, de la communauté urbaine, mais aussi son niveau au travers du fonds de concours. Le fonds de concours qui peut être un moyen, si il est utilisé à bon escient et avec des coefficients différents de ceux d'aujourd'hui, apporter bien évidemment une solution. En définitive, cet exemple plutôt
ludique, simplement, Monsieur le Président, mes chers collègues, pour dire ce qu'on vient de dire en conférence de presse. En conférence de presse, nous sommes allés dire à tous les médias présents que, à l'unanimité, les maires condamnaient ce qu'on peut considérer comme un suicide financier que l'État nous impose. Et tous ensemble, tous, sans exception, nous avons dit « ça ne peut pas durer ». Alors si nous sommes capables de dire « ça ne peut pas durer » en conférence de presse vis-à-vis de l'État, on peut dire dans cette Assemblée « ça ne peut pas durer au niveau de la DSC actuelle pour la communauté urbaine de Dunkerque ». Je vous remercie. Non, 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 s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur Bassemont. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, je souhaitais répondre à Monsieur Embry sur l'action culturelle de la communauté urbaine. J'assume pleinement, Monsieur Embry, le rôle de la communauté urbaine de Dunkerque au service de la culture au sein d'une société, vous le savez, tournée de plus en plus vers le chiffre et les valeurs marchandes et de moins en moins vers la transmission des véritables valeurs humaines. Il est nécessaire de faire vivre des lieux et des moments où l'art peut retrouver tout son sens et sa place d'outil essentiel pour faire avancer notre société en étant partagée par le plus grand nombre. La création artistique doit rester un outil de connaissance d'elle-même et l'un des moyens de résistance les plus efficaces face à des réformes qui appauvriront les esprits. L'art tente de résister en s'efforçant de redonner de la valeur à la pensée, aux émotions, aux symboles et à l'imaginaire qui sont les premiers matériaux de l'art. La culture permet de retrouver l'usage véritable de l'art comme outil de la collectivité humaine, en particulier pour ce qui concerne les arts vivants. Cette démarche correspond à une attente, une nécessité ressentie par beaucoup, un besoin profond de retrouver du sens à sa vie au sein d'une société qui perd l'un après l'autre ses repères et dans laquelle la production artistique devient de plus en plus une production marchande comme une autre. Il faut savoir que la culture contribue 7 fois plus au produit intérieur brut que l'industrie automobile, alors que son budget est inférieur à celui de 1981. La baisse des dotations de l'État aux collectivités territoriales est sur le point d'entraîner une forte récession de l'expression artistique. Nous devons, je le pense, rester les acteurs d'un modèle français d'exception, les héritiers de l'élan humaniste d'après-guerre, les artisans d'une démocratie qui offre à chaque citoyen les outils de son émancipation et de sa liberté de penser. Aujourd'hui, tout l'édifice est en danger et nous devons travailler ensemble à sa sauvegarde. Je vous remercie. Merci. Monsieur Carême. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues, juste quelques mots au nom du groupe socialiste écologiste communautaire et nous nous exprimerons peut-être plus longuement lors du vote du budget. Hormis quelques ajustements et l'abandon du projet ARENA, ce débat d'orientation budgétaire constitue la première expression budgétaire de la nouvelle gouvernance communautaire dans l'esprit collégial que vous avez souhaité imposer avec votre élection, Monsieur le Président. Il est aussi un débat d'orientation budgétaire de transition, une transition qui se construit petit à petit avec de nombreux nouveaux élus autour d'un projet communautaire en cours de réécriture chez l'ensemble des vice-présidents et conseillers délégués, ainsi que dans l'ensemble des services. Avec les décisions déjà prises et en cours d'élaboration, telles que j'ai pu les évoquer tout à l'heure dans le rapport sur le développement durable, nous sommes en train d'écrire un nouveau chapitre de notre agglomération. Ces projets, comme celui que je mène par exemple personnellement avec les transports, ont la particularité de tous revêtir une solidarité jamais atteinte sur notre agglomération. L'histoire industrielle a marqué d'une empreinte forte notre agglomération. Les crises de cette industrie a marqué de manière plus importante les habitants de certaines villes de la CUD que d'autres. Ils souffrent plus que d'autres, alors que ces villes et le labeur de ses habitants ont participé à constituer une grande partie de la richesse de notre agglomération et de notre institution. Nous ne pouvons l'ignorer. Dès lors, on ne peut envisager un seul instant que notre institution ne joue pas pleinement son rôle de solidarité en tenant compte de tous ces paramètres, car on ne peut tenir un discours contre la solidarité intercommunale il y a quelques instants qui ne tient pas compte de la difficulté sociale, mais uniquement de la richesse d'un territoire, et à cause de ça, appliquer les mêmes règles localement avec les richesses par habitant.
Il faut bien entendu être solidaire. Il y a eu unanimité à la conférence des maires pour trouver les mécanismes de cette solidarité. Il n'est pas question d'opposer villes dites riches et des villes pauvres. Et c'est sur cela que vous nous avez proposé de travailler, Monsieur le Président. Ce débat d'orientation budgétaire s'inscrit de plus dans une période de réduction des dotations qui n'est plus supportable pour les collectivités locales et territoriales. Cette austérité n'est plus soutenable par les territoires et encore moins par les territoires en fragilité sociale comme le nôtre. Les associations d'élus sont unanimes, les professions du bâtiment aussi, car elles sont directement menacées et nous le disons depuis des années. Les orientations budgétaires que vous nous avez présentées aujourd'hui n'appellent de la part de notre groupe aucune autre remarque, puisqu'elles intègrent déjà des efforts de solidarité, mutualisation, réflexion sur la DSC, subvention d'équipement, reversement de la taxe sur l'électricité ou d'autres. Elles intègrent aussi une part importante dans le contexte financier contraint, une part importante d'investissement dans un contexte financier contraint qui s'inscrit dans une logique de soutien à l'emploi local. Si nous devions voter ce débat d'orientation budgétaire, nous l'aurions voté, Monsieur le Président. Monsieur Clinquart. Oui, merci Monsieur le Président, chers collègues. Juste quelques mots pour faire écho à tout ce que j'ai entendu, si vous me le permettez, pour insister aussi quant au degré de responsabilité auquel nous sommes exposés, nous élus locaux, au cœur des problèmes quotidiens vécus par nos populations, première victime de cette crise économique sans précédent. Je dois vous avouer que je suis frappé par la volonté de cet exécutif, moi qui suis un nouveau maire, de faire de la démocratie participative un véritable outil, source de débat. Depuis avril 2014, ça a été rappelé notamment par Damien, nous en sommes à près de 10 conférences des maires. Quand on sait que lors du dernier mandat, seules 3 conférences des maires se sont tenues. J'ai eu, en ma qualité de maire, à pouvoir librement donner mon point de vue, sans subir de pression ou de pénalité comme c'était l'usage préalablement. Je crois que de temps en temps, il faut savoir s'en rappeler ou s'en souvenir. Aujourd'hui, je partage les remarques formulées par mes collègues quant à davantage de justice dans la répartition de la richesse communautaire. Principalement, le seul levier aujourd'hui susceptible d'être actionné étant la dotation de solidarité communautaire. Mais comme l'a dit aussi dans son propos Damien Carême, n'opposons pas ville riche à ville pauvre. Pour autant, maire d'une des villes les plus pauvres du territoire, il convient de ne pas nous tromper de cible. C'est ce gouvernement qui aura réussi une prouesse extraordinaire, à savoir rassembler, toutes tendances confondues et politiques, les collectivités de France contre sa politique désastreuse. Chacun le sait, nous en sommes désormais à répondre aussi, nous élus locaux, à ce qui nous dépasse en termes de compétences, d'où le lancement des États généraux de l'emploi local, courageusement lancé par le Président. Et il en faut du courage pour oser entreprendre dans ce sens. Nous savons bien que certains bien-pensants, incapables de formuler quoi que ce soit, n'espèrent qu'une seule chose, c'est notre échec. Et Monsieur Emery, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, si vous deviez être indemnisé à la hauteur de vos propositions, vous seriez redevable auprès de vos électeurs. En 2015, ce sera une année de transition, comme l'a dit Damien Carême. Vous pourrez me répondre tout à l'heure, Monsieur Emery. Oui, pas de souci. En 2015, comme l'a dit Damien Carême, c'est une année de transition et il nous faut stabiliser notre capacité de désendettement à ce jour à 7 ans. Si nous n'y montons pas nos dépenses, la communauté urbaine n'y survivrait pas. Et l'une des clés étant la mutualisation et la solidarité intercommunale, ainsi que la recherche de transfert de compétences, comme ça a été évoqué. En résumé, donnons-nous du temps pour poursuivre dans ce sens, sans oublier d'où l'on vient. Chaque ville sera consultée par les services communautaires pour établir ensemble une feuille de route voulue par Patrice Vergrit, à partir des besoins repérés sur nos territoires. Je veux aussi ici féliciter cette forme de gouvernance et les espoirs placés en ce mode opératoire, puisque c'est cet exécutif qui va réévaluer les injustices passées. Merci de votre attention.
Merci, Monsieur Clinquart. Je n'ai plus d'orateurs inscrits. Non, Monsieur Emery, vous avez déjà pris la... Écoutez, vous adorez les mises en cause personnelles, vous n'arrêtez pas de le faire dans vos tribunes. Donc c'est bien, les mises en cause personnelles, ça vous correspond bien. Donc c'est terminé. Monsieur Hutin, je vous passe la parole. Merci, Monsieur Emery. Monsieur Hutin, vous avez la parole. Oui, rapidement quelques mots, non pas pour répondre, puisqu'il ne s'agit pas du budget, mais pour évoquer tout ce qui a été dit par l'ensemble de mes collègues. D'abord, Éric Remel, il est bien évident que c'est une intervention que je partage complètement, puisque c'est une intervention de mon groupe. Je l'ai trouvée excellente et je suis complètement sur la même ligne que l'intervention d'Éric. Voilà, tout ça, c'est très bien résumé. Une DSC sur laquelle il faut travailler au niveau de la justice, tous l'ont dit. Et je crois qu'ici, on peut tous se réjouir de la sagesse avec laquelle ce débat a été tenu ce soir, et puis de la nécessité de travailler sur le sujet. C'est une nécessité vitale pour un certain nombre de communes. Et puis le problème des dotations d'État, tout le monde l'a repris, mais ça c'est une évidence absolue. Isabelle, sur le service à l'habitant, oui, moi, chaque fois que j'étais interrogé, parce que je fais partie de... David disait qu'il y avait 62% des membres qui n'étaient pas là en 2006, mais en 95, je ne sais pas combien il y en avait. Hein. Et j'en fais partie, j'en vois qui sourit, mais voilà. Mais bon... Et donc, permettez à un ancien de dire... Mais il est évident que la communauté urbaine, l'essence de la communauté urbaine, au départ, c'est le service à l'habitant, quoi. Et parfois, ça n'est pas assez connu, et je pense qu'il y a en effet quelque chose à faire. Quant à la gouvernance, moi, j'ai essayé de le présenter ce budget d'une manière didactique, transparente, factuelle. Je pense que c'est dans la ligne de ce qui se faisait précédemment, mais je pense que c'est ce qu'il faut faire pour qu'il y ait une vraie analyse de l'ensemble des conseillers. Alain est intervenu sur la suppression de la TP. Oui, la suppression de TP a été une catastrophe pour des établissements comme les nôtres. Les marges de manœuvre existent, Alain, on les connaît, mais elles restent faibles. Et compte tenu des possibilités et des difficultés de nos populations, il semble complètement inconcevable que nous puissions augmenter les impôts au niveau des ménages. Et les entreprises, c'est souvent délicat également. J'ai évoqué quelques possibilités, mais elles sont dans ces situations actuellement extrêmement difficiles. Le bon niveau d'investissement, je crois que nous en parlerons lors du débat, 70-80 millions, nous sommes d'accord sur l'ensemble et ça reste quelque chose d'essentiel. Les ressources humaines et les 50 postes, je pense qu'on aura l'occasion de revenir lors du débat. Monsieur Emery, oui, la communauté urbaine est un Moloch. Oui, je suis le grand prêtre financier du Moloch. C'est vrai que c'est une belle et grande institution qui a eu la chance de bénéficier durant les 30 Glorieuses de possibilités énormes, qui a rendu un service considérable au Dunkerquois dans des conditions... l'évolution du Dunkerquois sous tous les mandats de cette communauté urbaine a été assez exceptionnelle. Oui, il faut alimenter le Moloch, si on appelle ça le Moloch, mais le Moloch, c'était une divinité qui n'était pas forcément... mais il faut l'alimenter. Et aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'il y a une grande structure et on se retrouve avec une grande structure avec des possibilités inférieures à ce qu'elles étaient. Oui, c'est une réalité. À nous de le gérer au mieux et de ne pas en faire pâtir la population. Merci à Bertrand d'avoir parlé un petit peu également de la DSC et d'avoir une posture politique qui est une posture politique de sagesse. Hein. Je crois que c'est quelque chose qui est essentiel. Alors, Damien, oui, on est en début d'écriture de mandat, en effet. Donc, une partie des investissements dont j'ai parlé, une partie des investissements de l'année prochaine sont déjà des choses qui sont prévues depuis le mandat précédent, parfois même un certain nombre depuis le mandat encore antérieur, du fait soit des difficultés, soit de la normalité des choses. Et donc, il y a une réécriture du mandat. Et je suis totalement d'accord avec toi, le risque dans les mois qui viennent, pour cette intercommunalité, pour cette agglomération, ce sont les entreprises de bâtiment. Compte tenu des investissements d'un certain nombre de communes qui représentaient 70% de l'investissement, 70%, et qui vont tomber pour certaines d'entre elles à zéro, il y a un risque pour les entreprises qui est considérable dans les mois qui viennent. Considérable. Oui, c'est déjà commencé. Hein. Les licenciements tombent comme un gravelotte là en ce moment, hein, tranquillement. Et ça ne se verra pas, c'est pas des milliers. Alors, sur David, pour David, alors moi je suis pas pâtissier, je suis pas enseignant.
mais je suis docteur, enfin encore un peu, le lundi et le vendredi matin. Et je me rappelle d'une phrase de Lincoln en 1863, il avait attrapé la variole. Heureusement, on l'a éradiquée en France. Et il avait dit, c'est la première fois en tant qu'élu que je peux me permettre de dire que je vais donner quelque chose aux gens qui viennent me voir. Voilà. Et bien, il y a des maires qui sont un peu dans cette situation-là. Oui, la variole, pas la vérole, monsieur Ragazzo. Je vais vous expliquer après le conseil la différence entre la variole et la vérole. Et puis il avait une autre phrase, mais c'était quand il avait pris la présidence du Parti républicain. Il avait dit, à partir d'éléments discordants, parfois hostiles, dès 80, élu de 80, j'ai réussi à rassembler, à travailler et à livrer bataille. Voilà. Et ben, je pense que c'est ce qu'il faut faire pour cette communauté urbaine. Monsieur le Président. Oui, alors Monsieur Westbecker m'a demandé une séance de rattrapage. Allez-y, Non, Monsieur. ce n'est pas une séance de rattrapage, c'est 2-3 mots simplement pour vous parler très rapidement de démocratie. À quelques kilomètres d'ici, à Hénin-Beaumont, Steve Briouat s'octroie l'inquiétant privilège d'interdire aux citoyens l'accès au conseil municipal. Bel exemple de démocratie, n'est-ce pas, Monsieur Emery? Fort heureusement, la réaction citoyenne a été immédiate et Monsieur Briouat a dû faire machine arrière. Mais le Front National ne manque pas d'imagination. Lors des conseils suivants, c'est le nombre de sièges disponibles qui a été largement réduit. De plus, le FN place ses militants 1 heure avant le début des séances, un public conquis, plus de place pour les autres. C'est ça la démocratie du FN. Monsieur Emery, vous tentez de nous vendre quelque chose que vous n'avez même pas en stock. Merci, Monsieur Westbecker. Merci. Oh, Monsieur Emery, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. C'est vrai que vous vous dégainez jamais. 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 Bon, c'est bon. Allez, c'est bon. C'est bon. Allez. Bon, ça fait plaisir. Quel changement d'ambiance, quand même. Ça fait plaisir. Moi, j'aime bien les conseils communautaires comme ça. C'est sympa. Alors, quand même, 2 points rapidement. On aura l'occasion de revenir au moment du budget sur les éléments les plus importants. Simplement insister sur 2 choses. D'abord, ce qu'on appelle le FPIC. Vous savez, entre élus, on appelle ça le FPIC, le Fonds de péréquation intercommunale. Christian l'a dit, et je suis heureux, on en a discuté tous les deux, je suis heureux qu'il fasse demain une intervention à l'Assemblée nationale pour mettre cet objet à l'ordre du jour, parce que j'ai hâte de connaître la réponse. J'ai vraiment hâte de connaître la réponse qui sera faite par le gouvernement. Comment justifier de prendre aujourd'hui de l'argent au bassin industriel en difficulté, touché par une transition économique, et de le redistribuer vers les métropoles dynamiques? Quelle justice au niveau national? Quelle politique d'aménagement du territoire faut-il au niveau national pour aujourd'hui taper sur les secteurs économiques qui souffrent le plus, pour une redistribution vers les secteurs économiques qui ont le plus de possibilités de développement? J'ai hâte, Christian, j'ai hâte que tu nous rapportes cette réponse pour connaître l'intelligence qu'il y a derrière. Il fut un temps encore où la France se glorifiait d'avoir une politique d'aménagement du territoire, peut-être la meilleure du monde ou la meilleure d'Europe. Je cherche aujourd'hui encore où elle est dans ce pays. Deuxième point, évidemment, qui a été évoqué, la solidarité intercommunale. Oui, effectivement, la solidarité intercommunale est un enjeu important. En fait, dans le budget que nous avons à concocter collectivement, il nous faudra réussir à tenir 2 objectifs. Le premier objectif sera effectivement la solidarité intercommunale. Et nous avons une conférence des maires qui sera dédiée vendredi prochain. Donc là-dessus, nous aurons l'occasion d'y revenir. Et ce sera la première étape de la préparation de notre Conseil du 18 décembre. Et il faudra aussi tenir ce qui est l'avenir pour notre territoire, l'investissement communautaire, notre capacité à dire à nos populations, voilà comment nous allons
transformer notre territoire, comment nous allons donner des capacités de développement de demain, comment nous allons aussi pouvoir investir pour générer les économies de fonctionnement de demain. Cette équation qui consiste à valoriser l'investissement communautaire et à trouver les moyens de davantage de solidarité intercommunale ne me paraît pas impossible. Et nous allons poursuivre la discussion avec l'ensemble des maires. Et ça a été dit à plusieurs reprises dans une logique d'une gouvernance collégiale que j'apprécie au plus haut point. Voilà. Comme il n'y a pas de vote, théoriquement la séance aurait dû se terminer, mais j'ai reçu 3 questions orales, évidemment, et un projet de motion du groupe de M. Emery. S'agissant du projet de motion que vous avez sur table, le texte se concentre sur des sujets nationaux qui ne relèvent pas de la compétence de la communauté urbaine, vous pouvez le constater. Seule une ligne à la fin essaie de raccrocher cette déclaration à un objet qui est déjà traité par les États généraux de l'emploi local, à savoir les critères de la commande publique, un grand classique. Je considère donc ce projet de motion comme hors intérêt local et il ne sera pas débattu ni mis au vote. Vous avez également 3 questions orales. Vous avez également 3 questions orales, Monsieur Emery. Et donc je vais vous passer la parole pour votre première question orale sur les transports en commun. Allez-y, Monsieur Emery. Je souhaite simplement, Monsieur le Président, mes chers collègues, vous rappeler que vous êtes tenus par la loi, que vous êtes tenus par le fait qu'une motion peut être exposée et doit être exposée. C'est la raison pour laquelle vous l'avez mis sur table. Lors des interventions, nous avons entendu... Monsieur Emery, vous avez la parole pour votre première question orale. Nous avons entendu deux vice-présidents nous dire toute la difficulté qu'il y avait pour le bâtiment et les travaux publics. Dernièrement, dans le quotidien local, un représentant d'une organisation professionnelle disait à quel point on en était arrivé à de l'esclavage. Eh bien, cette motion a pour objet également de rappeler toute l'importance... Monsieur Emery, vous n'avez pas la parole pour la motion, vous avez la parole pour votre question orale. Je vais vous la retirer. Eh bien, alors... Passez à votre question orale. La question orale n'est d'abord pas une question de M. Emery, c'est une question du groupe des filles de Bleu Marine et elle sera posée par M. Adrien Nave. Très bien. Monsieur Nave, première question orale sur les transports en... Merci Philippe. Monsieur le Président, mes chers collègues, le 19 mai 2014, notre groupe vous a alerté sur l'insécurité des transports communautaires et nous vous avions demandé les mesures prises pour lutter contre ce fléau. Force est de constater que 6 mois après, la situation est toujours aussi préoccupante. Caillassage après caillassage, perturbation du trafic après perturbation du trafic, les chauffeurs et les passagers sont excédés. Le constat est simple, la sécurité des voyageurs et des conducteurs n'est plus assurée. Dans votre réponse du 19 mai, vous avez évoqué la tenue du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Je vous cite. « Maintenant que le Conseil communautaire est installé, le CLSPD se réunira comme précédemment, à chaque fois qu'il y aura un incident pour faire une analyse et apporter une réponse immédiate. Cette réunion dure 1 heure, chacun peut s'exprimer et avoir connaissance des actions mises en œuvre. Malheureusement, vous avez dû vous réunir souvent. Et malheureusement, nous regrettons que malgré notre demande, nous n'ayons pas reçu les comptes rendus de ces conseils. Pouvez-vous nous informer des analyses faites, des réponses évoquées et des actions mises en œuvre à la suite de ces conseils de sécurité? Envisagez-vous la mise en place d'une police des transports, comme il existe une police ferroviaire pour aider les polices nationales et municipales à lutter contre ces violences et ces dégradations? Monsieur Damien Carême. Merci, Monsieur le Président. Il y a effectivement eu un certain nombre de réunions du CLSPD pour répondre à l'urgence, quand on a vécu des problèmes de caillassage ou d'incivilité dans le transport en commun. Finalement, ces réunions et cette action conjuguée de l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire
des cabus, les chauffeurs, les contrôleurs, des éducateurs de prévention, des services de prévention, la police nationale, les polices municipales, tous les acteurs étaient autour de la table et tous ont apporté leur pierre à l'édifice. C'est un problème qui n'est pas simple. Il y a aussi un phénomène médiatique qui fait qu'on joue à un moment donné. Et finalement, ça a abouti à l'arrestation de 2 jeunes il y a quelques semaines maintenant, qui ont des mesures éducatives qui ont été mises en place. Et depuis quelques temps maintenant, nous n'en connaissons plus. Mais je ne dis pas que nous ne sommes pas à l'abri d'un retour de ces incivilités que nous regrettons. Il n'y a pas que les chauffeurs et les voyageurs, que je comprends parfaitement, les élus le sont aussi, parce que souvent ça stigmatise encore une commune en particulier. Et donc croyez bien que nous mettons tout en œuvre pour pouvoir mettre fin à ces phénomènes-là, qui gênent finalement des gens qui sont captifs des transports en commun, qui n'ont pas le choix, comme cette dame de plus de 80 ans qui allait faire un électrocardiogramme à Dunkerque, à l'hôpital de Dunkerque, et qui n'a pas su s'y rendre, et donc qui est venue en mairie de Grande-Synthe pour venir demander comment elle allait faire. Donc voilà les personnes que ça touche le plus. Et donc voilà, croyez bien que nous travaillons de concert, tous ensemble, et que finalement on arrive parfois à trouver des solutions. Merci. Mais on s'en fout. Deuxième question orale sur l'ARENA. Monsieur Emery, deuxième question orale sur l'ARENA. Le mépris, c'est terrible. Le mépris. Oui. Le mépris. C'est vous. Chez On s'en vous. fout. On Chez s'en vous. fout. On s'en Chez fout. vous. On s'en fout de votre demande remarque. quelles sont les On s'en fout de actions votre remarque. Il y a une question orale, il y a une réponse, c'est la règle et c'est le règlement. Donc il n'y a pas de réponse à la réponse. C'est le règlement. Alors vous respectez le règlement, s'il vous plaît. Vous n'avez pas à répondre. C'est une question orale et je demande le respect du règlement. Ça suffit maintenant. Monsieur Emery, vous avez la parole pour la question sur l'ARENA. Un peu de respect républicain. Et surtout pas d'ostracisme, s'il vous plaît. Donc, nous vous... Ah, il n'arrive pas à se tenir, lui non plus. Monsieur Emery, vous avez la parole pour votre deuxième question orale sur l'ARENA. Allez-y, posez votre question. J'ai été interrompu, j'ai voulu laisser parler votre vice-président. Nous avons posé une question pour l'ARENA qui n'est que la poursuite de la demande que nous avions exprimée le 19 mai lors du Conseil de communauté urbaine. Est-ce que vous pouvez nous dire, nous informer du coût de la résiliation de l'ARENA? Nous voyons apparaître dans le débat d'orientation budgétaire un montant de 15,8 millions. Vous nous disiez le 19 mai, au-delà des 9,3 millions d'euros perdus par mon prédécesseur, puis vous évoquiez environ 14 millions d'euros d'indemnités de résiliation. C'est en page 20 du procès-verbal de la séance. Donc nous aimerions, enfin je pense que la population aimerait bien savoir ce qu'il va en coûter de la résiliation de l'ARENA en indemnité versée au groupe Vinci. Vous dire pour votre parfaite information, puisque c'était indiqué aussi dans le PV et dans la délibération, il y avait eu des recours déposés contre le permis de construire, recours auxquels, bien entendu, vous vous associez, puisque vous avez décidé d'arrêter le permis. Eh bien, le groupe Vinci est en train de me réclamer, pour avoir déposé un recours contre le permis de construire, la somme de 5 000 euros. Comme quoi, effectivement, c'est aussi une autre manière de faire taire ceux qui sont des élus d'opposition, c'est d'essayer de les frapper au porte-monnaie. Donc, pouvez-vous nous dire ce qu'il en est du coût de résiliation de l'ARENA, si les négociations sont effectivement achevées? J'ai évoqué ce point au Conseil communautaire du 19 mai, en étant d'ailleurs très précis, et ce point serait évoqué au Conseil communautaire du 18 décembre. Donc vous aurez la réponse au prochain Conseil. Vous avez une troisième question orale sur la nomination de Michel Delbar comme président d'honneur. Oui, Monsieur le Président, nous avons été pour le moins étonnés
qu'une décision de cette importance, une décision à la symbolique évidente, n'ait pas été prise par le Conseil, qui est un Conseil souverain. D'autant plus qu'au cours de la campagne électorale, vous avez eu une critique très forte des comportements. J'ai entendu l'un des orateurs, je crois que c'est le maire de Grand-Fort-Philippe, dire « il faut savoir d'où nous venons ». Ce n'est pas comme avant, où on vous mettait à l'amende, où on vous mettait à la punition. Et donc, vous nous avez décrit, vous, Monsieur le Président, pendant votre campagne, et là, l'un de vos vice-présidents vient encore de nous le redire, qu'il y avait une gouvernance qui n'était pas vraiment démocratique, qui n'était pas respectueuse. Bref, ça marchait à l'intimidation. Alors, dans ces conditions, nous trouvons, nous, qu'il y a une certaine incohérence en termes d'exemplarité politique à faire de cet ancien président, et nous ne retirons rien au fait qu'il ait été président, un président d'honneur, et nous pensons, nous, que l'honneur ne se conjugue pas ou ne se marie pas avec les méthodes que vous avez décrites, et je ne vous parle pas des 18 collaborateurs de cabinet, ou les méthodes que vient de décrire le vice-président Clincard, à moins que, le naturel revenant au galop, vous ne soyez finalement de la même trempe. Monsieur Emery, aucun texte ne prévoit le mode de désignation d'un président d'honneur d'une communauté urbaine. Je l'ai fait par respect républicain, mais vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est. Voilà. Sur ce, notre ordre du jour étant épuisée, je lève la séance et vous donne rendez-vous le 18 décembre prochain pour le vote du budget.